Bonjour chers amis, très ravi d'être parmi vous dans ce 12e colloque sur le diabète et la nutrition. Et j'aurai le plaisir de vous parler de l'hypertension et du diabète en mettant le point sur l'actualité qui a marqué cette année 2023. C'est un sujet qui est intéressant puisque l'hypertension et le diabète, comme vous le savez, est une association hyper dangereuse dans les facteurs qui exposent à la mortalité dans notre pays. On retrouve tout naturellement les trois pathologies, l'hypertension, le diabète et l'obésité. Et quand on voit un peu la progression de ces trois pathologies sur les 30 dernières années, le constat est clair. On est toujours sur des chiffres de plus en plus importants de patients hypertendus et diabétiques exposés donc à une plus grande mortalité cardiovasculaire. Qu'est-ce qui a marqué cette année 2023 concernant l'hypertension et le diabète? Il y a ce papier de recommandation qui a été présenté dans le congrès de la Société européenne d'hypertension artérielle il y a 2 semaines à Milan et qui a permis, d'affiner toute l'actualité sur le plan prise en charge et diagnostic du patient hypertendu. Je ferai une petite lecture en faisant un focus sur la partie consacrée à l'hypertension artérielle du diabétique. Tout d'abord, il n'y a pas eu de changement sur la classification de l'hypertension artérielle de manière générale. Et sur le plan des stades de l'hypertension artérielle, on retrouve toujours que le diabète de type 2, sa présence est hautement dangereuse puisque les patients hypertendus se retrouveront d'emblée dans le stade 2 de l'hypertension, un stade où ils ont un risque cardiovasculaire élevé et très élevé. Les patients qui ont un diabète un peu plus évolué avec une néphropathie avancée ou bien des dommages d'organes, ceux-là sont à un plus haut risque cardiovasculaire. On va faire maintenant un focus sur les stratégies à adopter chez les patients hypertendus et diabétiques, en commençant par le traitement. Et on voit clairement que le traitement antihypertenseur chez les patients diabétiques est hautement recommandé, non seulement parce qu'il va permettre d'équilibrer l'hypertension artérielle, mais il a, comme vous le savez, un intérêt crucial pour la réduction de la macro- et de la micro-angiopathie chez les patients diabétiques. Concernant le traitement de base, il n'y a pas de gros changements. On est toujours sur le trio IEC-ARA2 avec un diurétique ou un anticassique comme les molécules qu'il faudrait utiliser en première intention chez les patients hypertendus et particulièrement les patients hypertendus diabétiques, avec toujours le devoir de commencer par une bithérapie initiale, de préférence en combinaison fixe. Ce n'est pas ce que recommande la société, ou bien l'association américaine de diabétologie qui autorise une monothérapie chez les patients diabétiques qui sont à un grade 1 de l'hypertension artérielle et la bithérapie initiale n'est recommandée que si le patient diabétique a une HTIA de grade 2. Le traitement de luxe chez les patients hypertendus diabétiques dépasse bien sûr le simple équilibre de la pression artérielle et il est maintenant recommandé de prescrire chez nos patients hypertendus diabétiques des molécules qui ont démontré un bénéfice dans la protection cardiovasculaire et rénale. Et on retrouve bien évidemment les anti-SGLT2 qui sont maintenant, en tout cas en cardiologie, dans toutes les stratégies thérapeutiques modernes. Et il ne faudrait pas priver nos patients hypertendus diabétiques du bénéfice de cette molécule, ou bien de cette classe thérapeutique, sachant ou bien en gardant à l'esprit que si le patient est déjà sous traitement par anti-SGLT2, sachez que c'est une molécule qui a, ou bien une classe thérapeutique qui a un effet antihypertenseur qu'il faudrait prendre en considération pour peut-être alléger la médication antihypertensive. Autre nouveauté 2023, c'est la possibilité de prescrire des anti-aldostérones de troisième génération comme la finérénone. Et la singularité de cette molécule étant qu'elle est, en plus de son bénéfice sur la cardio et la néphroprotection, c'est une molécule qu'on peut prescrire chez les patients diabétiques hypertendus, même quand ces derniers ont des néphropathies à un stade modéré à sévère, ce qui n'est pas le cas
pour les autres molécules, enfin les autres anti-aldostérone de première et de deuxième génération. Pour les cibles thérapeutiques, il n'y a pas de changement. On est toujours sur les cibles classiques. Ça veut dire ramener les patients à des PAS entre 120 et 130 mm de mercure. On sent quand même qu'ils veulent assouplir un petit peu les cibles thérapeutiques puisqu'on peut autoriser les patients à rester entre 120 et 140 mm de mercure pour la PAS. Par contre, il est clair dans ces recommandations 2023 de la Société européenne d'hypertension artérielle qu'il est recommandé de ne pas faire baisser les patients à moins de 120 mm de mercure pour la PAS. Et du coup, cette Société européenne d'hypertension artérielle prend position par rapport aux récentes études comme l'étude ACCORD et l'étude SPRINT qui ont essayé de voir est-ce qu'il y a un avantage à avoir un traitement intensif avec un équilibre trop strict, baissant la PAS à moins de 120 mm de mercure. Et vous savez tous que ce sont des études qui ont eu des résultats un peu discordants. Autant ils ont permis une réduction nette des événements, notamment neurovasculaires, autant ils ont malheureusement entraîné un peu plus d'altération de la fonction rénale chez les patients diabétiques hypertendus. Chez les patients diabétiques, on sait très bien que pour la plupart, ils seront bons répondeurs à une trithérapie à forte dose, mais parmi ces patients-là, on va avoir une plus forte prévalence d'HTR résistante et il faudrait utiliser d'autres thérapeutiques d'appoint. Et le choix entre les différentes classes thérapeutiques va dépendre du stade de la néphropathie diabétique associée. Chez les patients qui seraient réfractaires à un traitement médicamenteux complet, ben, il y a la possibilité dans ces recommandations d'envisager la dénervation rénale, mais à condition que la DFG soit supérieure à 40 ml par minute chez nos patients. Il y a du nouveau concernant le diagnostic et le suivi des patients hypertendus diabétiques. C'est vrai qu'on connaît tous les techniques de mesure de la pression artérielle à domicile, couché et debout, l'automesure à domicile et les hautes tensionnelles. Chez les patients hypertendus diabétiques, on va voir qu'il y a un intérêt à utiliser les trois techniques à la fois et on va voir que chaque façon de faire va apporter des informations utiles chez nos patients. Tout d'abord, pour la pression mesurée au cabinet, il faudrait obligatoirement chez nos patients diabétiques hypertendus la faire en position couchée et debout et on va voir qu'il y a une forte prévalence de l'hypotension mais aussi de l'hypertension artérielle orthostatique chez les patients diabétiques. Il faudrait screener pour empêcher ou bien pour éviter chez les patients une mauvaise tolérance de la thérapeutique antihypertensive. Pour l'automesure, elle est à encourager et maintenant, en 2023, il est possible de prolonger cette automesure sur 3 à 7 jours d'affilée, matin et soir. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur le profil tensionnel des patients. Et puis, on va faire le point sur l'intérêt du Holter tensionnel et on va voir qu'il a un intérêt important à être pratiqué chez les patients hypertendus diabétiques. Alors, faire un screening ou bien du profil complet de la pression artérielle des patients hypertendus diabétiques est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de screener des choses qu'on n'obtient pas en mesurant la pression qu'au cabinet, notamment screener l'hypertension artérielle masquée. Dans cette étude donc, publiée en 2022, il s'avère que justement l'HTA masqué est très fréquent chez les patients diabétiques. Selon cette étude, qui reste quand même une étude de faible échantillon, ben, la prévalence atteignait 64% chez les patients diabétiques de type 2. Et parmi les facteurs prédictifs d'HTA masqué, on retrouve, selon cette étude toujours, l'ancienneté du diabète, le mauvais équilibre du diabète, la présence d'une microalbuminurie de 24 heures positive et un surpoids associé à notre diabète. Autre étude d'envergure qui a souligné l'intérêt d'avoir un profil tensionnel beaucoup plus complet, c'est cette étude d'envergure, une étude espagnole publiée en 2023 dans le Lancet. C'est une étude qui a suivi sur environ 10 ans 60 000 patients, dont 20% de diabétiques, en comparant l'intérêt de la mesure de la pression artérielle au cabinet versus la mesure de la pression artérielle sur un Holter tensionnel et l'impact de ces deux façons de faire sur la mortalité et la mortalité cardiovasculaire. Il s'avère clairement que cette étude a
ou bien que la mesure de la pression sur un artère tensionnelle était beaucoup plus informative sur le plan de la stratification du risque. On voit clairement ici que pour la mortalité, toute cause confondue, que pour la mortalité cardiovasculaire, on avait beaucoup plus de rentabilité du Holter par rapport à la mesure au cabinet, puisqu'on va avoir 6 fois plus d'informations quand on va dresser le profil tensionnel nocturne chez nos patients concernant bien son impact sur la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toute cause confondue. Pourquoi la PA, la pression artérielle nocturne, est importante à screener, notamment chez les patients diabétiques? Eh bien, je rappelle tout d'abord qu'on a différents profils de patients en fonction de leur pression artérielle nocturne, un profil d'hyper, les patients extrêmes d'hyper, non d'hyper et réverse d'hyper en fonction, est-ce qu'ils baissent suffisamment bien leur pression nocturne par rapport aux chiffres diurnes, est-ce qu'ils baissent trop leur pression artérielle nocturne ou bien est-ce qu'ils inversent les chiffres tensionnels la nuit par rapport au jour. Et on va voir que des profils de pression artérielle nocturne était synonyme de mauvais pronostic chez les patients. Tout d'abord, et là, c'est des choses qu'on connaît depuis assez longtemps, il vaut mieux avoir un profil tensionnel nocturne normal, ça veut dire d'hyper, qu'un profil anormal. Pourquoi? Parce que les patients avec un profil de type extrême d'hyper ou réverse d'hyper étaient des patients exposés à faire beaucoup plus d'AVC ischémique et beaucoup plus d'AVC ischémique silencieux. Et les patients qui ont des profils de type reverse hyper étaient un sur-risque de faire des AVC hémorragiques par rapport aux autres profils tensionnels nocturnes. Et du coup, chez les patients diabétiques hypertendus, avoir cette information sur le profil nocturne de leur pression artérielle va nous permettre de screener les patients les plus à risque d'AVC ischémique et les plus à risque d'AVC hémorragique. La PAD est aussi importante à considérer chez nos patients. Sur ce papier assez récent, publié en 2022, la PAD nocturne était aussi, selon cette étude, un marqueur de risque de comorbidité liée à l'hypertension artérielle et des patients qui vont baisser leur PAD à moins de 65 mm de mercure la nuit étaient à un sur-risque de faire des complications liées à leur hypertension artérielle. Qu'est-ce qu'on faisait de ces patients qui ont des profils tensionnels, notamment nocturnes, un peu anormaux? Ben, on pratiquait, comme vous le savez, des stratégies qu'on appelle la chronothérapie. Ça veut dire répartir la prise des médicaments le matin, au milieu de journée et au coucher en fonction de leur profil tensionnel des 24 heures et surtout leur profil nocturne. Cette stratégie a été un peu remise en question depuis l'apparition fin 2022 d'une grosse étude britannique, l'étude de Time, qui a été publiée dans le Lancet et qui a comparé sur une dizaine d'années l'intérêt de donner les médicaments antihypertenseurs le matin ou le soir. Et bien, selon cette étude, il n'y a pas vraiment de différence à donner le traitement antihypertenseur le matin ou le soir. Ceci dit, on est toujours invité à pratiquer la chronothérapie et à répartir la prise des médicaments dans la journée si on juge que les patients ont un profil tensionnel un peu variable dans le nictémère. Et puis, dernier papier que je veux partager avec vous, c'est ce nouveau concept d'hypertension artérielle orthostatique. C'est vrai qu'on craint plus l'hypertension orthostatique chez les patients, diabétiques notamment. Maintenant, il faut aussi s'inquiéter chez les patients qui font de l'hypertension artérielle orthostatique, puisque celle-ci est beaucoup plus fréquente avec l'âge, avec l'obésité et avec le diabète. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette hypertension orthostatique quand celle-ci est isolée? Eh bien, jusqu'à maintenant, on n'a pas de consensus clair à traiter ces patients-là. Par contre, ce sont des patients qu'il faudrait prendre en considération puisqu'ils sont à un sur-risque d'être des extrêmes d'hyper ou bien qu'ils soient des patients ou bien qui vont faire de l'hypertension masquée du petit matin qu'il faudrait screener par la pratique des haltères tensionnels. Et on a vu que ces deux types de profils tensionnels peuvent exposer le patient à plus d'AVC ischémique et hémorragique. Et puis, c'est les patients hypertendus qui font en plus de l'HTA orthostatique, il faudrait éviter chez eux les diurétiques puisque ce sont des classes thérapeutiques qui favoriseraient justement l'HTA orthostatique. Donc, voilà ce qui a été comme
nouveautés dans l'hypertension et le diabète en 2023. Donc, pour conclure, on dirait qu'on va toujours être convaincu que le diabète est un facteur amplificateur du risque cardiovasculaire chez tout patient hypertendu, que les patients hypertendus diabétiques souffrent de plus de variabilité tensionnelle et du coup, ça devrait nous inciter à ne pas se contenter d'un seul chiffre de pression artérielle, mais plutôt de dresser un profil tensionnel complet des patients en pratiquant beaucoup plus de haute attentionnelle, même quand on a l'impression que le patient est équilibré sur les chiffres mesurés au cabinet. L'HTA du diabétique est une HTA qui va toujours bénéficier d'un traitement à base d'IEC et d'ARA2, puisque ce sont des molécules qui ont un pouvoir antihypertenseur important et surtout, ils ont prouvé depuis longtemps leur bénéfice sur la cardio et la néphroprotection. Ceci dit, il est maintenant recommandé de proposer aux patients d'autres thérapeutiques cardioprotectrices et néphroprotectrices comme les anti-SGLT2 et comme les anti-aldostérone de troisième génération. Pour les objectifs thérapeutiques, il faudrait rester dans des cibles souples entre 120 et 130 et 140 mm de mercure, ne pas avoir un traitement trop intensif qui baisserait la pression à moins de 120 mm de mercure. Donc, on est plutôt positionné par rapport aux récentes études SPRINT et ACCORD et pour avoir un équilibre sans pour autant altérer la fonction rénale, autant rester dans des cibles thérapeutiques plutôt de cet ordre. Chez les patients qui ont une grosse variabilité tensionnelle, notamment nocturne, il faudrait pratiquer cette stratégie appelée chronothérapie pour répartir la prise des médicaments dans la journée et au coucher, même si celle-ci a été un peu remise en question depuis l'apparition de l'étude TIME. Voilà ce qui a marqué l'hypertension du diabétique en 2023 et je vous remercie. Je reste à votre disposition si vous avez des questions.